Bonjour à tous. Jusqu'où le politique doit-il s'impliquer sur les questions de société numérique, sur la marche de l'innovation? Qu'en est-il de la doctrine de la France en matière de souveraineté numérique, de notre rapport aux puissances américaines notamment? Serait-ce en train de bouger? Je reçois aujourd'hui un homme politique français, Philippe Latombe, particulièrement actif sur les questions de protection des données. Il vient même d'intégrer le collège de la CNIL. Autre sujet à la une de Smartech, un grand rendez-vous autour de l'économie du mobile. On va parler des derniers chiffres dans le domaine du paiement sur smartphone et puis des tendances. On terminera cette édition avec notre nouvelle chronique Où va le web et cette première bulle immobilière qui vient d'éclater dans le métavers. Mais tout de suite, d'abord, c'est l'entretien avec Philippe Latombe dans Smartech. Je suis en compagnie de Philippe Latombe pour un premier entretien de la 3e saison de Smartech. Bonjour Philippe Latombe, merci beaucoup d'être avec nous. Je n'ai pas coutume de recevoir beaucoup de politiques sur ce plateau, mais vous êtes particulièrement incontournable, je dirais, pour ces questions autour de la souveraineté, de la protection des données privées. Vous êtes député MoDem de la première circonscription de Vendée, également membre de la commission des lois, donc je disais particulièrement investi sur ces questions relatives à la société numérique, aux enjeux derrière l'innovation. Alors vous venez aussi de faire votre rentrée, je crois que c'était avant-hier, au collège de la CNIL, le régulateur des données personnelles, où il y a 2 places pour les députés. J'imagine que vous êtes très heureux de cette entrée au collège de la CNIL, car vous êtes un des premiers à vous être saisi de ce sujet du RGPD. Oui, je suis très heureux d'intégrer le collège de la CNIL. On est effectivement 2 députés. Il y aurait une députée de l'opposition, Raquel Garrido, et moi-même. Et oui, je suis très heureux parce qu'effectivement, j'ai participé à la transposition du paquet RGPD au début de la mandature précédente, qui était un sujet qui était pour certains de mes collègues assez abscon au départ, et puis qui est devenu un sujet d'actualité quand l'ensemble des entreprises sont allées les voir pour leur dire qu'il y avait effectivement des règles et des choses qu'il fallait pouvoir adapter. Alors on est là 4 ans après la mise en application. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat qu'a donné ce règlement général sur la protection des données en Europe ? Oui, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on est mieux protégé sur nos données personnelles ? On est beaucoup mieux protégé sur nos données personnelles. Alors, c'est vrai que ça a pu... C'est pas visible. C'est pas forcément très visible pour le grand public. C'est visible beaucoup pour les entreprises qui ont vu ça comme une forme de contrainte au départ, qui maintenant s'adaptent au système, puisqu'il y avait avant un système de déclaration obligatoire à la CNIL, et maintenant c'est en sens inverse. C'est qu'il y a des conformations à devoir avoir pour les entreprises, mais il n'y a plus forcément un travail de déclaration systématique auprès de la CNIL. Donc il y a un changement de paradigme qui a été pris. Les entreprises s'y sont adaptées. Et on voit que quand même, la protection des données personnelles est un sujet qui monte auprès de nos concitoyens et que donc les entreprises, quand elles sont conformes au RGPD, peuvent le mettre en avant et donc rassurer les consommateurs, notamment pour ceux qui ont... Mais quand je dis c'est pas visible, c'est que ça n'a pas véritablement changé les politiques en matière les stratégies en matière de collecte de données. On a toujours aujourd'hui massivement nos données qui sont collectées par des grandes plateformes. Oui, forcément, parce que l'économie du numérique, l'économie de la donnée, s'est fortement développée en parallèle du RGPD. Ouais. Par contre, là où le RGPD est un véritable changement de paradigme, c'est que l'Europe s'est dotée d'une doctrine. Elle l'a écrite. Contrairement à ce que font la Chine ou les États-Unis, on a une vision de la donnée totalement différente. C'est-à-dire que maintenant, on partage des valeurs communes. En Europe, on partage des valeurs communes et on a une régulation qui est commune. C'est-à-dire que chaque État a sa propre CNIL ou équivalent CNIL qui sont communes dans une commission européenne de protection des données, donc avec une doctrine qui est une doctrine européenne. Il reste quelques endroits où il va falloir qu'on travaille. Il reste l'Irlande, par exemple, où on comprend bien que comme les GAFAM sont très présents en Irlande parce qu'ils ont leurs sièges sociaux, le régulateur irlandais a du mal à forcément leur taper dessus quand il faut. Ça fait partie des sujets qu'il faut qu'on... Et le RGPD, c'est la question de la collecte, mais c'est la question aussi de la sécurisation. Et là encore, c'est vrai que c'est pas visible aujourd'hui, cette protection assurée autour de nos données quand on voit les cyberattaques qui se multiplient. Et d'ailleurs, les entreprises appellent le gouvernement, appellent les politiques à s'impliquer davantage dans la protection de cet écosystème cyber.
Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, on est rentré dans une phase où la cybersécurité est très importante. C'est aussi lié à des enjeux géostratégiques. On voit bien que la crise ukrainienne, avec derrière des attaques, notamment attribuées à la Russie, sont de plus en plus nombreuses. Et puis, il y a aussi une criminalité, j'allais dire, courante sur les données. Là où ça a changé, c'est quand même que les entreprises sont obligées de se conformer à un minimum de protection des données personnelles et de déclaration quand ils ont été attaqués, Absolument. ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, cette publicité a un effet pervers, c'est qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'attaques. En fait, il y en avait déjà, mais elles n'étaient pas publiques. Donc, c'est la difficulté qu'il va y avoir à gérer, la publicité des attaques, mais aussi leur cantonnement en nombre et en profondeur. Mais on va y arriver. Et il n'y a pas que la CNIL. L'ANSSI est mise à contribution de façon forte. On le voit avec le Monténégro. C'est davantage une attribution du côté de l'ANSSI peut-être. Mais enfin, il y a sans doute des décisions politiques qui seront à prendre. C'est moins votre sujet à cybersécurité. Vous êtes plus sur les sujets de protection de la vie privée, finalement, dans le monde numérique. Sur la question de la confiance qu'apporte le RGPD, ça me permet d'enchaîner sur la question du cloud, de confiance. Cet été, vous êtes monté au créneau sur ce projet S3NS, le futur cloud de confiance Thales Google. Alors déjà, quelles ont été vos actions et est-ce que vous avez des premiers retours ? Alors, en fait, que ça soit Sens ou que ça soit Bleu, qui est la configuration Microsoft Orange qui était proposée, ma question principale... Bleu, c'est Orange Capgemini avec Microsoft. Avec Microsoft en logiciel, et Sens, c'est Thales en hébergement et Google en logiciel. Ma question principale est une question d'ordre juridique, qui est de savoir si ces offres hybrides sont des offres qui sont respectueuses du RGPD, justement, et protectrices des données personnelles de nos concitoyens, et qu'il n'y a pas d'extraterritorialité, je vais y arriver, américaine sur le sujet. La CNIL et l'ANSSI sont plutôt confiantes sur ce point-là, en disant que l'hébergement et le chiffrement des données, c'est suffisant pour assurer cette sécurité et l'absence d'extraterritorialité. Parce que donc les données sont hébergées sur le sol français. Exactement, et chiffré par l'opérateur, que ce soit Thales ou que ce soit Capgemini. Et vous dites que ça ne suffit pas d'avoir les données hébergées en France ? Ça ne suffit pas forcément. Je ne suis pas le seul à le penser, puisque les Hollandais se sont interrogés il y a quelques semaines, et il y a même eu un rapport confié à un cabinet d'avocats qui explique que ce n'est pas forcément le cas. La vraie question est... dans le Cloud Act ou dans le FISA, qui sont deux textes américains, il est parlé de la maîtrise des données. Et donc, quand on a le logiciel pour pouvoir lire, utiliser les données, est-ce que ce n'est pas ça la vraie maîtrise ? En gros, est-ce que j'ai un coffre-fort dans une banque suisse, j'ai le droit de disposer de ce qui est à l'intérieur, ça serait mes données, sauf que si la banque me dit que j'ai plus accès au coffre et m'interdit de mettre la clé dans le coffre pour l'ouvrir, j'ai plus la maîtrise de ce qui m'appartient. Donc, la vraie question juridique, elle se pose là. Ensuite, sur Sens, je le dis très clairement, la publicité... Donc Thales Google. La publicité au moment du lancement de la conférence de presse disait que le cloud Sens était un cloud de confiance. Or, c'est un label qui est délivré par l'ANSSI sur des règles très précises que cette offre n'a pas encore demandé, donc n'a pas encore obtenu. Et... c'était dans l'idée que commercialement, ça pouvait préempter un certain nombre de clients. Ils allaient sur l'offre et ils seraient éventuellement en cloud de confiance dans 2 ans. Donc j'y ai vu... Ça allait un petit peu vite peut-être. Voilà, j'ai vu ça comme étant une offre, j'allais dire, pour capter de la clientèle, ce qui n'est pas forcément conforme à ce que nous avons l'habitude d'avoir en France et en Europe. Donc c'est pour ça que j'avais saisi la DGCCRF et l'autorité de la concurrence pour qu'on clarifie les choses. Voilà, et on en est où alors aujourd'hui, cette alliance ? Elle existe et elle va avancer. Maintenant, Je note que Google a fait aussi une annonce quelques jours avant pour proposer eux aussi un cloud dit souverain. Donc, je pense qu'il va y avoir des difficultés commerciales sur les 2 offres. Mais ça, c'est leur problème. Par contre, j'ai noté que Thales avait changé sa communication et que le cloud n'était plus dit de confiance, mais de sécurité. Donc, il y a au moins eu une évolution sur la forme. Maintenant, je voudrais que sur le fond, on puisse se poser vraiment la question de la souveraineté de ces offres. Alors, sur le sujet de la sortie des données européennes du territoire vers les États-Unis. Donc là-dessus, on avait, pendant quelques temps, on a eu des boucliers, d'ailleurs plusieurs qui se sont succédés. Aujourd'hui, on est sans bouclier du tout, mais on nous annonce l'arrivée d'un nouveau Privacy Shield. C'est la présidente de la Commission européenne qui l'a déclaré, était aux côtés du président Joe Biden. Elle a dit qu'il y avait un accord de principe
qui avait été trouvé pour un nouveau cadre sur le flux de données transatlantiques. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette affaire de transfert de données ? Deux solutions. Soit on reste dans le cas actuel, c'est-à-dire sans accord, et donc on reste sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union qui s'appelle Schrems II. Alors c'est très particulier, mais en gros, la Cour de justice a dit le traitement des données aux États-Unis n'est pas du niveau de la protection des données traitées en Europe, donc il ne peut pas y avoir de transfert, sauf cas particulier et sur des données très particulières, c'est totalement impossible. Je pense notamment aux données de santé, à des données de ce type-là. Mais donc on est quand même dans une situation très inconfortable, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe quand les données passent de l'autre côté de l'Atlantique ou pas, quand elles sont hébergées en Europe ou aux États-Unis. Il n'y a plus du tout de bouclier, de protection. Il n'y a plus de bouclier, mais la Cour de justice dit quand même que c'est un bouclier. C'est qu'il n'y a pas de transfert possible. Donc s'il n'y a pas de transfert possible, on a une forme de sauf bouclier. qu'ils existent aujourd'hui concrètement, ces transferts, quand on pense à Facebook par exemple. Oui, mais on prend toujours les mêmes. C'est ça qui est bizarre. Donc c'est toujours les mêmes qui ont besoin de ce transfert. Oui. C'est toujours Facebook qui a besoin de transfert. C'est toujours les GAFAM qui ont besoin de ce transfert parce qu'ils veulent pouvoir aller aux États-Unis et traiter les données comme ils le veulent là-bas, parce que les règles ne sont pas les mêmes et que la propriété des données n'est pas la même aux États-Unis qu'en Europe. Aux États-Unis, la propriété de la donnée appartient à celui qui l'a collectée et il en fait ce qu'il en veut après. En Europe, et c'est le RGPD, la propriété de la donnée est à celui qui l'émet, donc à nos concitoyens. Voilà. Donc il y a vraiment une divergence de vues. La CJUE a dit qu'il n'y a pas d'équivalence, donc normalement il n'y a pas de transfert, sauf accord particulier. C'est des conditions, des clauses types, mais qui sont très, très réduites. L'autre solution, c'est de renégocier un accord qui peut prendre deux formes, soit un nouveau Privacy Shield, ce qu'ont fait les Anglais, puisque les Anglais sont sortis avec le Brexit du RGPD en juin, et donc ils ont négocié un accord avec les États-Unis, qui est en fait un accord de transfert total. Donc les données sont collectées en Angleterre, transférées aux États-Unis, traitées aux États-Unis. Donc il n'y a plus de protection. Si c'est ça qui doit arriver en Europe, si la préfiguration de l'accord c'est celui-là, à ce moment-là, je vous parie et j'y mets ma main au feu qu'il y aura un Schrems 3. En tout cas, il y aura une action. Et la CJUE, s'il n'y a pas de changement de jurisprudence, et il n'y a pas de raison qu'il y ait un changement de jurisprudence, l'invalidera. Maintenant, c'est le RGPD là qui garantit finalement c'est le RGPD, le résultat de ce que dira la Cour de justice européenne. Sur la question de la souveraineté numérique, il y a diverses définitions. Vous êtes le rapporteur de la mission parlementaire Bâtir, promouvoir une société numérique nationale et européenne. C'est une mission qui a duré 1 an. Donc j'imagine le travail. Où est-ce qu'on doit porter nos efforts? Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour réussir cette souveraineté numérique? Je pense que le principal effort, et ça commence à s'instiller en Europe comme en France, il faut qu'on ait une politique économique d'attribution des marchés publics à des entreprises françaises et européennes dans ce domaine-là. Pas que, mais notamment. Privilégié? Oui, clairement. En fait, on nous explique régulièrement qu'on ne peut pas mettre de règles de préférence, etc. Dans les appels d'offres, aujourd'hui, c'est pas possible. C'est ce qu'on me répond à chaque fois. Voilà. Bah oui, mais on n'a pas pu limiter notre appel d'offres. C'est faisable si, par exemple, on intègre le RGPD et qu'on dit que dans les appels d'offres, il ne faut pas qu'il y ait d'extraterritorialité. On pourrait commencer à tordre un peu les appels d'offres en faisant ça. D'accord. Et puis, on pourrait surtout changer notre réglementation européenne et l'adapter à ce que font les Américains. Les Américains ont une forme de protectionnisme. Et pourtant, on les taxe jamais d'être socialistes, communistes. Voilà. Et pourtant, ils ont ces règles-là, c'est qu'ils privilégient systématiquement les entreprises américaines. On l'a bien vu avec la crise de la Commission européenne sur les voitures électriques, il y a quelques semaines, où les Américains avaient dit qu'ils réservaient leur crédit d'impôt à des voitures électriques achetées par des Américains, mais voitures électriques fabriquées, conçues et commercialisées aux États-Unis. La Commission a dit, bah oui, mais on est les meilleurs sur les voitures électriques. Pourquoi vous nous brisez, vous nous enlevez le marché? Parce que les Américains veulent protéger leurs entreprises nationales. Et donc, il faut qu'on fasse la même chose. C'est de la réciprocité. Donc, il y a la possibilité de mettre en place 2 réglementations, ce qu'on pourrait appeler un Buy European Act, qui est l'équivalent de ce qui est fait aux États-Unis, c'est-à-dire que privilégier les entreprises françaises ou européennes, et si jamais on n'a pas l'équivalent, à ce moment-là, pouvoir aller sur des entreprises étrangères. Et ça serait logique que les impôts et l'argent public européen descendent vers les entreprises européennes. Et puis ensuite, un Small Business Act, qui est en fait la version américaine qui serait en Europe, c'est-à-dire plutôt diriger la commande publique vers des entreprises de taille intermédiaire, les PME, les ETI, plutôt que de les envoyer vers des grands groupes, vers les ESN et vers les GAFAM, qui sont aujourd'hui des très grands intégrateurs. Pourquoi? Pour développer l'écosystème aujourd'hui? Oui.
L'écosystème, il a besoin. Il n'est pas suffisamment soutenu ? Il est très soutenu à l'amorçage, en subvention. Parce qu'on parle beaucoup de la Startup Nation, on voit toutes ces levées de fonds, on se dit, bon, ça va, se passe bien quand même dans le secteur de la tech. Il y a deux choses. Il y a les levées de fonds. Les levées de fonds sont sur des entreprises qui ont des projets sur lesquels il y a une vision de financiarisation qui permet de se dire qu'il va y avoir un retour sur investissement assez rapide, au moins en capitalisation. Ce n'est pas forcément l'intégralité de l'écosystème. On voit bien qu'il y a deux types d'entreprises. C'est-à-dire quand on arrive à la dimension de l'ETI de la PME, là, ça devient compliqué. Oui. Ça devient compliqué parce qu'on est sur des marchés qui sont des marchés récurrents qu'il faut aller gagner et reprendre année par année. On n'est pas sur du one-shot. Et donc, c'est pour ça... y compris dans le numérique et dans la tech, c'est compliqué. Oui, mais par exemple, pour les collectivités territoriales, ils ne peuvent pas faire des investissements de façon massive, de façon très importante. Ils ont besoin d'avoir des contrats annuels avec des budgets annuels. Et donc, ce sont des entreprises plutôt de taille intermédiaire qui sont appelées à remplir ces appels d'offres. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément les marchés qui arrivent. Donc, il faut qu'on puisse développer les appels d'offres sur ce sujet-là. Donc, vous appelez un Small Business Act. C'est quelque chose qui avait d'ailleurs été entendu, je crois, par Geoffroy Roux de Bézieux du oui, MEDEF. le MEDEF le soutient et ça commence à bouger au niveau européen parce qu'on se rend compte, beaucoup de pays européens se disent aussi que diriger la commande publique vers les territoires et vers les entreprises des territoires et donc vers les entreprises européennes, c'est quand même la base de l'économie de demain. Donc ça bouge, vous nous dites, sur ce sujet de la souveraineté, et ça va bouger encore. Ouais. Alors, on va quand même rester autour de ce sujet de la souveraineté qui vous tient à cœur, hein, c'est le Health Data Hub. Donc, Health Data Hub, là aussi, c'est un sujet que vous avez combattu, je dirais, de l'intérieur, finalement, hein, parce que c'est un projet qui a été mené par le gouvernement de constituer un hub de données de santé et de confier son hébergement à Microsoft. On est censé... remettre tout ça à plat, relancer un appel d'offres, et pour l'instant, on attend. Alors, je veux d'abord préciser, je ne suis pas contre le Health Data Hub en lui-même. C'est un très beau projet et nous en avons besoin. Enfin, vraiment, c'est quelque chose sur lequel nous avons besoin d'avancer et c'est en plus une préfiguration issue d'un rapport parlementaire de Cédric Villani à l'époque et je le partage à 100%. Il était prévu au départ que l'hébergement soit souverain. C'est ça le point d'achoppement avec le Health Data Hub et avec sa directrice, c'est que l'hébergement a été confié à Microsoft sans appel d'offres. Il y a eu une procédure au Conseil d'État par un certain nombre d'associations, procédure qui a été renvoyée au fond, c'était un référé, donc ça a été renvoyé au fond, avec un engagement du gouvernement à l'époque de migrer d'ici à novembre 2022, c'est demain, sur une solution qui soit une solution souveraine et non pas Microsoft. J'attends de voir où est-ce qu'on va. Donc c'est pour ça que je repose des questions au gouvernement aujourd'hui sur le sujet, en leur demandant d'abord comment est-ce qu'ils vont tenir la promesse qu'ils ont faite et devant l'Assemblée, et devant le Sénat, et devant le Conseil d'État. Ça fait quand même beaucoup de promesses, donc il va falloir les tenir. Ouais. Et la deuxième, c'est que nous avons vendu le Health Data Hub comme la préfiguration de la plateforme européenne de données de santé. Et donc je pose la question au ministre du Numérique pour savoir comment est-ce qu'on peut justement... faire à la fois la migration du HDH de Microsoft vers une solution souveraine et en même temps la préfiguration de quelque chose d'européen sans que ça soit confié au niveau européen à Microsoft. Il va falloir qu'on soit cohérent du début jusqu'à la fin. Donc mes interrogations sont autour de ça. C'est absolument pas sur le programme en lui-même parce que vraiment nous en avons besoin. Je pense aussi que ça serait un symbole fort pour l'écosystème de montrer que nous avons, et j'en suis convaincu, et je pense que tout le monde l'est vraiment, nous avons les entreprises qui sont capables de faire ces hébergements et qui ont la capacité en volume et en puissance de travailler les données de santé sur le HDH. Ben c'est bien que vous le disiez. Ah ben alors, en plus, je le pense. Donc. Au collège de la CNIL, là où vous venez de prendre place, vous reprenez le siège qui était attribué à Laetitia Avia. Laetitia Avia, avec qui vous n'avez pas partagé non plus la même vision sur la question de la lutte contre la haine sur Internet. Vous êtes le seul, je crois, à avoir voté contre cette loi donc dite Avia. Sur quel point aujourd'hui se situe la crispation ? La crispation, elle était dès le départ sur la volonté de réguler les réseaux sociaux de façon coercitive. Non pas parce qu'il ne fallait pas les contraindre, mais parce que les contraindre à l'arrivée était plus difficile parce que c'était inopérant. Enlever du contenu, sur le principe, c'est bien, sauf qu'on s'est rendu compte, et la loi Avia ne le permettait pas, on s'est rendu compte que la viralité des contenus faisait qu'on ne pouvait plus, au bout d'un certain temps, les supprimer.
Donc la question, c'est pas comment est-ce que je supprime ex post, c'est plutôt comment est-ce que ex ante je fais pour. Or, la loi était complètement ex post et ne permettait pas aux plateformes, et notamment aux plateformes européennes qui, elles, n'avaient pas le volume et les salariés que peuvent avoir les plateformes américaines, de pouvoir travailler sereinement et de pouvoir continuer à fonctionner. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est un peu comme la réglementation bancaire, c'est-à-dire l'imposer en interne et avoir des filtres en interne. Et ça, aujourd'hui, c'était pas comme ça qu'était prévue la loi Avia, c'était juridiquement bancal, ça avait été dit en long, en large, en travers par beaucoup de monde. Et on l'a bien vu au Conseil constitutionnel, ça n'a pas franchi la barrière constitutionnelle, ça a été complètement censuré. En revanche, une partie de ce qui avait été fait était bien faite, c'était notamment la partie retrait des contenus terroristes. Ça a été validé par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État il y a quelques semaines. Ça ne posait pas de problème parce qu'il y avait des procédures d'appel, ce que ne prévoyait pas notamment la loi Avia. Donc, ce n'était pas l'idée même de la régulation des réseaux sociaux, bien au contraire. C'est la façon dans laquelle c'était fait. Et on voit bien que, en fait, depuis 1 an et demi, rien n'a avancé. C'est toute la difficulté aussi du politique de s'impliquer sur ces questions. Il faut vraiment bien les connaître, il faut être au fait de ces rouages, de ces fonctionnements. Vous êtes issu au départ du monde de la finance, hein, vous avez un diplôme de master en économie et droit des affaires, vous avez débuté votre carrière comme auditeur chez Deloitte, là vous découvrez les coulisses du financement de ces sociétés innovantes. Ensuite, vous rejoignez le Crédit Agricole où vous passez 17 années, alors toujours avec cette implication politique, puisque vous êtes délégué syndical. 2017, ça devient votre emploi à plein temps, la politique. Mais ça me permet de vous interroger sur jusqu'où, justement, le politique doit-il s'impliquer sur ces questions d'innovation, sur cette marche de l'innovation ? Il doit s'impliquer de façon très proactive. Il ne doit pas subir l'innovation. Il faut qu'il accompagne l'innovation, il l'intègre en réflexion avant. On le voit avec les réseaux sociaux, on le verra avec le métaverse, et donc ça fait partie des sujets sur lesquels je voudrais pouvoir travailler. Il faut qu'on puisse réfléchir avant que les usages ne soient concrets. Sur les réseaux sociaux, on a cherché à réguler les réseaux sociaux une fois que les réseaux sociaux existaient et même que l'usage en était très répandu dans la société. Bien longtemps après le démarrage. Bien longtemps après. Or, il aurait fallu qu'on puisse intégrer le fait que les réseaux sociaux devenaient un outil absolument nécessaire, à la fois démocratique, mais aussi économique et dans la vie de la société, et que donc on pose dès le départ des jalons, d'abord en valeur, puis ensuite en réglementation, qui soient des jalons d'anticipation, en disant aux réseaux sociaux, vous n'avez pas le droit d'aller jusque-là, ou si vous allez jusque-là, quelles sont vos obligations pour respecter un certain nombre de choses. Philippe Latombe, on doit faire une courte pause, on se retrouve juste après, on continue votre entretien. Vous êtes bien sur le plateau de Smartech, c'est l'émission qui s'intéresse au nouveau monde du numérique et à l'innovation. Et aujourd'hui, je reçois Philippe Latombe, député MoDem, qui est particulièrement actif et investi sur ces questions de société numérique. C'est la suite de son entretien dans Smartech aujourd'hui. Merci encore d'avoir accepté de discuter de tous ces sujets avec nous. Je n'ai pas eu le temps encore de vous interroger sur la question du logiciel libre. Est-ce qu'il vous semble que le logiciel libre est une voie pour gagner plus rapidement la souveraineté numérique? Et si oui, pourquoi ? Oui, c'est une des voies. Ce n'est pas forcément la seule, mais c'est une des voies. Pourquoi ? D'abord parce que le logiciel libre est à la base de beaucoup des innovations technologiques informatiques, que les GAFAM les utilisent de façon habituelle dans leur propre logiciel. Donc la base de la plupart des logiciels des grands groupes sont à base de logiciels libres. Et que ça permet surtout d'offrir la possibilité de faire évoluer les systèmes d'information, que ce soit dans les structures publiques ou dans les entreprises privées, à des coûts plus faibles et d'avoir quasiment du sur-mesure qui puisse être fait. Donc oui, c'est important. Parce que ça ne garantit pas d'avoir des logiciels français ou européens. Non, mais ça permet d'être sûr que si jamais, à un moment ou à un autre, on se dispute avec soit l'éditeur, soit le propriétaire, soit le pays qui est à l'origine du logiciel, on puisse continuer à avoir une évolution de son système d'information. On l'a bien vu, je donne un exemple qui ne devrait pas arriver en Europe, mais on a bien vu que les Américains et les Chinois étaient en bataille commerciale assez forte. Quand Huawei a été privé de la capacité d'utiliser les produits de chez Google, ça leur a posé des problèmes commerciaux énormes. Et donc là, la question, c'est vraiment, une question de souveraineté. La souveraineté, c'est avoir la maîtrise. C'est totalement ça. C'est être en capacité de pouvoir avoir les outils, continuer à les utiliser et même continuer à les faire évoluer. Et donc, le logiciel libre permet ça.
parce que par nature, il est libre. Ensuite, il a un gros avantage quand même. Alors très vite, parce qu'on a la suite qui arrive. Ça arrive. Je vous écoute. Le gros avantage du logiciel libre, c'est que ça oblige forcément à avoir une grande vue sur son système d'information et d'être pleinement en connaissance de son système d'information, justement pour le faire évoluer. Et on ne peut pas forcément tout sous-traiter à des entreprises prestataires qui, elles, ont la maîtrise à votre place. Et donc la souveraineté, c'est aussi de pouvoir être en capacité de connaître son propre système. C'est valable notamment pour l'État. Merci beaucoup, Philippe Platon, député MoDem de la première circonscription de Vendée. C'est la fin de votre entretien, mais vous restez avec nous pour la suite. Et voilà, c'est l'heure de notre rendez-vous Mobile Business. C'est la reprise avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes venu accompagné d'Amelia Newsome-Davis, qui est la directrice paiement, messaging et identité chez Orange. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, si vous êtes accompagné aujourd'hui, c'est parce qu'on va pouvoir discuter ensemble de ce sujet du paiement sur mobile. Mais d'abord, vous allez nous révéler, parce qu'on ne les a pas encore communiqués ici, les derniers chiffres de la Banque de France en matière de paiement mobile. Et quelles sont ces tendances qui s'annoncent pour cette année? Alors effectivement, Delphine, comme chaque été, l'OSMP, l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, un organisme qui dépend de la Banque de France, a publié son rapport annuel. Et après une année 2020 marquée par la crise du Covid et les mesures sanitaires, 2021 a été clairement l'année de la reprise de l'activité dans le domaine des paiements, avec une très forte croissance des transactions scripturales, plus 12,4% en volume, plus 17,5% en montant, ce qui est supérieur à la croissance économique observée en 2021, évaluée à 6,8%. Alors dans le détail, la carte bancaire conforte son statut de mode de paiement scriptural préféré des Français, avec un volume qui représente 56,9% des transactions en 2021 contre 54,7% en 2020, donc une croissance. Et ça a également dépassé désormais le chèque, avec un total de 660 milliards d'euros de transactions. Et alors sur le sans contact? Alors la carte bancaire est de plus en plus utilisée, notamment grâce au succès du paiement sans contact. Vous savez, le plafond avait été porté de 30 à 50 euros pendant la crise sanitaire. Et selon l'OSMP, ce paiement par carte bancaire sans contact représente désormais 57% des transactions pour 26% des montants dépensés. Alors si on regarde le téléphone mobile, qui est vraiment le sujet qui m'intéresse le plus, lui on reste sur des petits volumes, mais on est quand même passé de 1,2% des volumes en 2020 à 2,8% en 2021, donc une très forte croissance. On est aussi passé de 0,6 à 1,6% en valeur. Donc ça représente respectivement des croissances de plus 233% et plus 266%, ce qui est largement supérieur à tous les autres modes de paiement scripturaux. Jérôme, est-ce qu'on voit en même temps les chiffres de la fraude s'envoler? Alors, les chiffres sont bons. La fraude augmente, mais elle augmente beaucoup moins vite que les volumes de paiement. 2 fois moins vite, à peu près, que la croissance des paiements. Ça s'explique d'une part par le déclin du chèque, qui était un mode de paiement avec un taux de fraude relativement élevé, évalué à 0,079%, mais aussi par l'efficacité du recours à l'authentification forte, qui avait été réclamée par la DSP2, la directive européenne sur les services de paiement. Et le rapport nous apprend d'ailleurs que l'authentification forte se fait désormais à 68% par des applications bancaires. Le SMS, qui était largement majoritaire il y a quelques années, ne représente plus que 29% des authentifications fortes. Et la fraude concerne également le sans contact? Alors il y a un paradoxe, c'est que le paiement sans contact et donc sans code a des taux de fraude à peine supérieurs au paiement par carte avec code bancaire. Donc c'est finalement assez sécurisé ce mode de paiement, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Sur les téléphones mobiles, le taux de fraude est par contre un petit peu plus élevé. Il baisse, il est passé de 0,102% à 0,074%. Mais visiblement, il y a encore pas mal de fraude lors de l'enrôlement d'un utilisateur sur ces plateformes. Et c'est également un problème qui pourrait être à terme réglé par l'authentification forte réclamée par la DSP2. Vous voyez donc de bonnes perspectives pour le paiement mobile? Oui, on voit des taux de croissance à 3 chiffres année après année, donc ça va commencer à devenir effectivement massif. Et puis c'est soutenu, on le sait, aussi bien par des grands groupes comme Apple, Google, mais aussi par des fintechs. On pense à Paylib, Life ou Lydia. Donc ça va devenir un usage massif chez les Occidentaux, chez les Français, mais on est encore très très loin des autres pays. On rappelle qu'en Chine, c'est des centaines de millions d'utilisateurs pour Alipay ou pour WeChat Pay, puis aussi dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique. On avait évoqué les chiffres de la GSMA avec la mobile monnaie qui est utilisée désormais par plus de 700 millions d'utilisateurs à travers le monde.
Amélia Newsom-Davis, donc je disais que vous êtes la directrice paiement, messaging, identité chez Orange Pay Service. Orange Pay Service, c'est quoi? C'est le bras armé du paiement mobile chez Orange? Alors, nous ne sommes pas Orange Bank, je voulais juste préciser, mais nous développons des solutions de paiement alors, sur la facture opérateur, soit sur la facture mobile, soit sur la facture Internet, ce qu'on appelle le paiement sur facture opérateur ou le carrier billing en anglais. Et donc, c'est une solution qui est disponible pour à peu près 17 millions de clients mobiles Orange, 12 millions de clients Internet et est disponible également pour d'autres opérateurs. Il n'y a pas qu'Orange qui le fait, il y a aussi les autres opérateurs français. Alors, vous représentez aussi la F2M, qui est l'association des solutions multi-opérateurs auprès de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Quelle est, vous, votre analyse sur cette évolution des paiements par carte, le succès du sans contact et puis, plus largement, ce paiement mobile? Oui, effectivement, on voit qu'il y a une baisse dans les moyens de paiement historiques comme le chèque, c'est pas surprenant, Ouais. et puis la carte bleue qui continue de grignoter la part de marché. Moi, je pense qu'il y a deux tendances intéressantes qui émergent. Il y a la présence de plus en plus importante du mobile, quel que soit le moyen de paiement, que ce soit les applications mobiles ou Google Pay, Apple Pay, la carte bleue qui est logée dans le téléphone. Donc ça, c'est une tendance de fond. Et l'autre tendance, on n'a pas tellement parlé, mais c'est la multiplication des moyens de paiement. Autrefois, on avait 2-3 moyens de paiement, utiliser les espèces, le chèque, la carte bleue. Aujourd'hui, le Français va faire appel à un grand nombre de moyens de paiement. Il va choisir celui qui convient En au fonction moment de l'usage. Exactement, de l'usage, au moment de l'achat et selon le parcours. Donc, c'est un vrai changement de fond. Alors on parle un peu donc de paiement sur facture. C'est une innovation qui est finalement déjà assez ancienne. Oui. Sur la facture de l'opérateur. C'est ça, sur la facture opérateur. Oui, on ne peut pas dire que c'est tout à fait nouveau, mais la carte bleue non plus d'ailleurs. Donc, et je rappelle, c'était quand même très innovant au lancement aux années 80, parce que c'était le Minitel et le premier moyen de payer à distance via la facture opérateur. Donc quand même quelque chose de très innovant à l'époque. Ensuite, il s'est développé sur l'audiotel et puis plus récemment sur le paiement par SMS à la télévision, par exemple pour voter dans des émissions ou pour des jeux à la télé. Et puis plus récemment, on a vu un vrai rebond dans le paiement opérateur qui est poussé par les stores d'applications Apple et Google. Donc la possibilité d'acheter des applications au sein du store en utilisant le paiement opérateur. Ça, c'est sûr que dès que les big tech s'emparent d'un sujet, tout de suite, ça fait exploser les chiffres. C'est ça. Et puis ensuite, on a vu arriver Netflix, les plateformes de streaming vidéo, les plateformes aussi de streaming musique, les jeux sur console comme Sony PlayStation et Xbox. On pourrait donner des chiffres pour le poids du carrier billing sur le marché français? Oui. Qu'est-ce que vous appelez le carrier billing, pardon? La facturation opérateur. Merci. C'est ça. Donc oui, c'est à peu près 3% du marché en termes de commission, un petit peu moins en termes de transactions, mais il pèse à peu près 1,3 milliard. Oui. Donc 3%, ouais, c'est quand même assez massif et c'est un chiffre en croissance. Est-ce que ce sont aussi des technologies qui peuvent être utilisées pour des paiements du quotidien en mobilité? Oui, alors c'est pas un moyen de paiement de proximité, donc c'est un paiement à distance. Donc, parce que proximité, c'est ce qu'il y a chez un Exactement, commerçant. dans les magasins, exactement. On développe beaucoup ce qu'on appelle les nouveaux usages, notamment le ticketing, donc la dématérialisation des billets. On peut acheter son ticket de train ou ticket de bus ou métro dans plusieurs communes, grandes agglomérations en France. On a par exemple l'Île-de-France Mobilité pour l'achat des tickets de bus. Grenoble, Reims, c'est disponible, et également dans pas mal de communes en France. D'accord, donc ça ressemble à un shortcode par SMS? C'est ça, on envoie un SMS et en fait ça permet d'acheter le ticket directement. Et c'est ce qu'on montre au contrôleur après. Exactement. Et puis on essaie de développer la même chose sur le stationnement avec une start-up qui s'appelle Cyclope qui fait le stationnement sur vélo sécurisé. Et aussi on lancera bientôt le paiement de stationnement sur la voie avec Indigo. Ah, quand vous dites sécuriser, parce que est-ce que quand on simplifie comme ça à ce point la manière de payer, est-ce qu'on ne se met pas plus en danger sur la partie cybersécurité? Non, vraiment pas. C'est très, très sécurisé. Nous nous reposons sur notre plateforme WHA, qui est une plateforme de paiement et qui est extrêmement sécurisée. Donc, les risques, oui, forcément, quand il y a de paiement, il y a toujours un risque de fraude. Je ne vous dirais pas l'inverse. Mais c'est très, très faible et c'est vraiment à peu près la même chose qu'on a cité tout à l'heure pour les autres moyens de paiement mobiles. D'accord.
Parmi les nouveaux usages, il y a aussi le don, qui est quelque chose de nouveau. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous misez également pour le développement du paiement sur facture? Oui, le don, c'est un marché qui est vraiment intéressant, qui était ouvert par le DSP2, donc depuis 2017. Il y a 2 façons de faire le don. Soit on le fait par SMS, donc vous avez peut-être vu les shortcodes à la télévision, par exemple, vous faites un don de 5, 10, 12 euros à l'association de votre choix en envoyant un mot-clé, don, souvent, au numéro par SMS. Il y a aussi la possibilité de faire sur un site web. Donc, on a lancé ce test avec la Fondation de recherche médicale. On s'inscrit avec son numéro de téléphone sur le site de l'association. Et puis, je vous invite à faire un tour pour tester si vous voulez faire un don à la Fondation de recherche médicale. Alors ça, c'est des dons ponctuels. On peut aussi faire, je crois, des dons récurrents. C'est ça, c'est le don récurrent. Effectivement, on s'inscrit sur le site web pour la société pour faire... En France, déjà, aujourd'hui, oui, on peut faire ça. OK. Vous avez peut-être une question, Platon, sur cette évolution des paiements? Oui, la question, c'est quel est l'avenir, justement, qu'est-ce que vous voyez comme nouveau marché? Vous avez parlé des tickets de métro. Est-ce qu'il y a d'autres marchés que vous voyez s'ouvrir pour le paiement sur facture, comme ça? On regarde beaucoup les marchés de e-gaming, par exemple. Donc tout ce qui tourne autour de paiements digitaux, biens et services digitaux, parce que le paiement sur facture est limité par la réglementation aux services et biens digitaux. On a parlé aussi de ce que peut faire Orange en Afrique avec Orange Money. Est-ce que c'est aussi des technologies qui se rapprochent de ce que vous faites en France? Alors non, c'est pas la même chose. C'est évidemment, ça repose sur la techno de l'opérateur et le savoir-faire de l'opérateur. Mais Orange Money, c'est un wallet, c'est un portefeuille. Donc pas la même chose que nos solutions de paiement. Mais c'est quelque chose qui permet de faire à la fois du paiement et aussi du transfert d'argent. Et on a 60 millions de clients aujourd'hui en Afrique. C'est déployé dans 17 pays. Donc un vrai success story pour le groupe Orange. Parce qu'on voit souvent l'Afrique en avance, sur ses usages mobiles. Est-ce que, comme on fait souvent la comparaison avec les États-Unis en disant c'est aux États-Unis maintenant, ça arrivera dans 10 ans en France, est-ce que sur le mobile, c'est l'Afrique un peu qui va donner le ton? C'est une bonne question. On peut dire oui, pour une raison simple aussi, il y a un très faible taux de bancarisation. Donc un service comme un produit comme Orange Money a une vraie valeur, une vraie utilité en Afrique pour remplacer le compte bancaire, ce qui n'est pas le cas en Europe. Forcément, un pays comme la France où on a un taux de bancarisation qui est très très élevé. Donc un super produit. Et la diaspora africaine en France utilise d'ailleurs beaucoup ces produits pour les transferts de fonds. Hein. Donc, Orange Money est disponible en France également. Il y a 250 000 clients qui l'utilisent pour transférer l'argent essentiellement à la famille ou des amis au pays. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, et Amélia Newsome-Davis, directrice paiement, messaging et identité chez Orange. On reste tous ensemble, on va s'intéresser à où va le web. Où va le web? C'est donc notre nouvelle chronique dans Smart Tech, chronique quotidienne où on s'intéresse à ces futurs possibles d'Internet. Chaque jour, c'est Eva Bensadi qui vous raconte une innovation dans ce Web 3 en devenir, en construction. Et aujourd'hui, ça va être un zoom sur la bulle immobilière dans le métavers. Et oui, c'est le premier éclatement de la bulle, Eva. Salut à tous, ça ne vous a sans doute pas échappé, la bulle immobilière du métaverse a éclaté. Et oui, depuis quelques mois, l'engouement pour l'univers virtuel et immersif 3D semble s'être calmé. D'abord parce que la valeur des crypto-monnaies a largement baissé. Résultat, la valeur des parcelles de terrain virtuel a chuté drastiquement, elle aussi. Non, dans les mondes virtuels du métaverse, l'immobilier n'est pas encore une valeur refuge. Selon les chiffres du média The Information, le prix moyen par parcelle a perdu plus de 66% en 5 mois. Les monnaies Mana et Sand, qui permettent les transactions dans les métaverses, Decentraland et The Sandbox, ont perdu beaucoup de valeur. 2/3 de sa valeur pour Mana, 3/4 pour Sand. Autre phénomène qui explique l'éclatement de la bulle immobilière, la spéculation et le désir des propriétaires de terrains virtuels de faire du profit à court terme. Ils achètent, puis s'empressent de revendre leur terrain sous environ 6 mois sur The Sandbox. Offre faible et forte demande, les spéculateurs se sont évidemment multipliés, mais ces valorisations abusives de certains terrains ont provoqué un ras-le-bol chez les investisseurs. Conséquence, les ventes immobilières dégringolent. Entre novembre 2021 et juin 2022, le nombre de transactions a reculé de 97% sur Decentraland et The Sandbox, selon les analyses de la place de marché Oui Meta.
Lors du pic de novembre 2021, 16 000 ventes de propriétés étaient enregistrées chaque jour. Dans le métaverse, en juin dernier, on n'en compte que 2000 par jour. Enfin, c'est sans compter l'influence non négligeable d'hommes d'affaires de la tech comme Elon Musk ou Jacques Dorsey qui estiment l'immobilier virtuel sans intérêt. Alors, si les prix d'achat de possessions virtuelles sont davantage séduisants, aujourd'hui, la dynamique de crise pourrait toutefois se poursuivre. Le phénomène est encore jeune et flou pour beaucoup. Les études, elles, sont plus optimistes puisqu'elles annoncent au contraire une croissance importante du marché du métaverse. Selon Reports and Data, ce dernier pourrait passer de 47,7 milliards de dollars en 2020 à 829 milliards de dollars en 2028. Alors, monsieur le député, vous nous disiez qu'il fallait intervenir au plus tôt sur les sujets du numérique en amont. Alors là, le métavers, c'en est un. Ah, c'en est un. Ce qui est bien avec l'éclatement de la bulle, c'est qu'on voit que les règles du monde physique s'appliquent aussi dans le métaverse. C'est pas si mal. Non, mais ça veut aussi dire que le politique doit s'en emparer dès le début, intégrer ce genre d'évolution pour voir comment est-ce qu'on le réglemente avant. Qu'est-ce que ça pose comme question d'ores et déjà aujourd'hui? La question, par exemple, sur la mort ou la naissance d'un avatar. J'existe dans la vie réelle, j'existe aussi dans le métaverse, je meurs dans le métaverse, mais je reste en vie dans la vie réelle. Comment est-ce que je revis dans le métaverse? Ou en sens inverse, j'existe encore dans le métaverse, mais je suis mort dans la vie réelle. Est-ce que mon avatar peut continuer à vivre? Et sous quelle forme? Donc, ce sont des questions métaphysiques, mais qui peuvent aussi poser des questions juridiques, voire administratives. Exactement. Donc la vraie question, c'est ça. C'est quelles règles on va pouvoir y mettre dans le métaverse à partir du monde réel. Et donc, il faut aussi qu'on se pose la question des valeurs. Et ça, aujourd'hui, on aura une vision très différente entre les Chinois et les Américains et les Européens sur le métaverse, très clairement. Mais vous nous avez dit que maintenant, on avait des valeurs européennes. Mais c'est justement là-dessus qu'il faut qu'on capitalise et que le RGPD puisse être la base de travail pour créer d'autres valeurs sur d'autres domaines du monde numérique et de la tech. Allez, un petit mot, Jérôme. Je sais que vous adorez ce sujet des métavers. Oui, c'est un sujet passionnant. Juste rappeler quand même qu'il y a 15 ans, c'est Facebook qui avait un petit peu ringardisé Second Life et effectivement aujourd'hui qui nous propose un avenir qui passe paradoxalement par ces mondes virtuels. Donc il faut être sans doute assez prudent et la tech, c'est aussi un monde où il y a des technologies qui font des allers-retours. Il faut trouver le bon moment, en fait, pour se lancer. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités, pour votre présence. Monsieur le député, Philippe Latombe, député MoDem de la première circonscription de Vendée. Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. Et Amélia Newsome-Davis, directrice paiement, messaging et identité chez Orange. C'était Smartech. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve dès demain.